créer des liens, c'est le fun. Alors, cette petite pause, j'espère qu'elle vous a fait du bien à vous aussi. Je vous espère d'attaque pour la suite des choses. On a encore beaucoup de belles choses au programme. Je vous disais avant la pause que nous allions passer à une table ronde. Table ronde qui a pour sujet inclure la diversité générationnelle et culturelle, transformer les défis en opportunités. Pour animer cette table ronde, nous avons fait appel à Mme Salima Moussouni, qui est une médiatrice interculturelle, qui est la fondatrice d'un organisme qui s'appelle Diversité culturelle d'ici. Je vais l'appeler à venir sur la scène. Il y aura également, vous voyez, 3 chaises. Elles seront remplies, ces chaises. Nous accueillons 3 panélistes, 3 porteurs de projets auprès des communautés culturelles qui travaillent avec toutes les générations, qui vont venir vous partager leur expérience en la matière. Nous allons accueillir, entre autres, Lise Coucou-Dubé de l'organisme Kinawat, Monsieur Mahmoud Bouombouo Fombam de l'organisme Mon Afrique à la Nodière et la dernière, mais non la moindre, Mme Stéphanie Froissart du Centre SCAMA. J'inviterai toutes ces belles personnes à venir prendre place sur la scène à l'instant. Alors, je vous souhaite une belle table ronde et on se retrouve tout à l'heure. Qui va donner des 10 minutes, 5 minutes. Super. Bonjour. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous. Et moi aussi, je vais raconter une petite histoire. Quand Vincent m'a contactée pour me demander si j'étais intéressée à animer justement pendant le panel, j'ai tellement été heureuse. Je le dis encore, c'est un privilège pour moi. Je crois que l'intergénérationnel, il a fait partie de ma vie, comme beaucoup de personnes. Ça m'a marqué, ça m'a manqué aussi. Et j'ai remarqué que quand on est, moi je dis formaté, parce que la culture, elle nous formate un petit peu, pas à 100%, mais un petit peu. Quand on est formaté à vivre dans cette intergénérationnalité, ça devient une seconde nature, ça devient un besoin, ça devient très naturel pour nous de la rechercher aussi et de la reproduire. Alors, même si je n'ai pas travaillé dans l'intergénérationnel en tant que tel, mais je l'ai inclus toujours dans mon travail. J'ai travaillé pendant 14 ans dans un organisme qui aide les jeunes femmes en difficulté et j'organisais des activités et c'est drôle parce que Intergénération Québec, dans le passé, c'était l'amitié n'a pas d'âge. J'ai eu un blanc de mémoire. L'amitié n'a pas d'âge et il était à côté de notre organisme pour les jeunes filles. Et quand je faisais des activités comme des ateliers d'écriture, la cuisine, des fois, des activités artistiques aussi, eh bien, j'invitais les personnes âgées pour être avec les jeunes femmes et ça donnait des relations incroyables, des amitiés naissaient, le besoin était là. Donc, on ressentait le besoin des jeunes femmes envers les aînés et vice-versa. Et pour parler de justement de ces activités justement qui combinent intergénérationnel et interculturel. Nous avons une belle brochée d'organismes et de personnes porteuses de projets. Donc, je vais vous les présenter en commençant avec Madame Lise Coucou-Dubé. Bonjour, Quay. Alors, Quay, c'est bonjour. Et moi, permettez-moi, Lise, de vous appeler Kokom. Kokom qui veut dire grand-mère. Parce que les personnes âgées sont des grands-mères et des grands-pères. Les grands-pères, c'est Moshom. En Algérie, où je viens,
c'est à peu près la même chose, mais on va appeler toutes les personnes âgées mon père, ma mère. En arabe, ça donne mon père pour Beba et ma mère pour Yimma. Alors, j'ai beaucoup de Yimma et beaucoup de Beba et ça m'a rempli. Et ça m'a construit et ça a donné la personne qui aime ça, les relations que je suis aujourd'hui. Alors, assez parlé de moi, je vais vous demander de présenter vos organismes respectifs. Donc, Lise Coco Dubé, qui est coordonnatrice. Oui, voilà. Coordonnatrice du programme autochtone au centre Kinawat. Ensuite, je vais présenter Mahmoud, même si le H il a disparu comme dans la sélection naturelle parce qu'il n'est pas utilisé dans toutes les langues. Moi, je le garde. Donc, Mahmoud Mbouambou. J'espère que j'ai prononcé correctement ton nom. C'est le fondateur et le coordonnateur de Mon Afrique à la Naudière. Merci. Et Madame Stéphanie Froissart, donc directrice générale du centre SCAMA. Alors, merci beaucoup d'avoir dit oui pour cette invitation. Et pour ma première question, elle est très simple. Donc, je vais vous inviter à décrire brièvement votre organisme et les projets que vous portez. Je vais commencer avec vous. Coucou. Coucou Lise. Coucou Lise. On dit toujours le prénom aussi. Quand on dit coucou, Ah, ok, d'accord. Coucou Lise. Coucou Salima. Oh, merci. Je suis honorée. Ok, moi je suis très très nouvelle au centre Kinawat. J'ai été recrutée par Dominique Rankin, qui est le fondateur, qui est le cofondateur du centre Kinawat Ensemble. Et puis c'est un organisme au BNL autochtone, oui. Parce que je voulais dire en premier tous les mots, mais après ça, quand j'ai entendu au BNL, je dis oh, ça va un petit peu raccourcir. On ne s'accroche pas sur les détails. Oui. Okay. Le centre Kinawat, c'est un centre de guérison autochtone, mais c'est aussi un centre culturel. On offre des stages de ressourcement, de reconnexion culturelle aux autochtones et aussi aux allochtones qui veulent apprendre la culture autochtone. On donne des formations, des stages, des ateliers. Ils offrent beaucoup d'activités inspirantes. Allez sur le site. Moi, je sais que lorsque je savais que j'allais animer avec les trois organismes, j'ai regardé puis je me suis déjà inscrite comme membre parce que les activités sont géniales. Oui. Est-ce que je dois parler des activités? À peu près, c'est quoi les activités que vous portez? Oui. Oui. Pas tous, mais intergénérationnel, interculturel. C'est selon la philosophie des Premières Nations. C'est tout basé là-dessus. Puis, on va parler plus tard peut-être de quelques ateliers qu'on offre. C'est des enseignements sur la roue de médecine, fabrication de tambours, fabrication de bâtons de parole aussi. Et puis, des ateliers de perlage, ateliers fabrication de mocassins. Puis, c'est bon, tout c'est ce qui entoure, oui. Et vous les offrez avec les aînés et toutes les générations, les jeunes aussi? Il y a beaucoup de demandes au niveau scolaire. Dans les écoles primaires et secondaires, on a beaucoup de demandes pour donner des ateliers comme aussi des capteurs de rêve,
Et puis, c'est souvent, on fait appel aux aînés pour aller donner l'enseignement. Les aînés sont très, très importants dans la communauté. Ce sont nos trésors, ce sont nos archivistes, ce sont des porteurs de savoir traditionnel. Alors, on fait appel à eux. D'accord. C'est eux qui viennent donner les enseignements. Merci beaucoup, Coucou Lise. Maintenant, je m'adresse à vous, Mahmoud. Racontez-nous un petit peu c'est quoi Mon Afrique à la Naudière, qu'est-ce qu'est fait l'Afrique, votre Afrique à la Naudière et quels sont les projets justement que vous portez? Déjà, bonjour tout le monde, merci d'être venu. Merci aussi à Intergénérationnel Kermé pour l'invitation. Moi, je m'appelle Mahmoud Mbombo Fombam, je suis originaire du Cameroun, je suis fondateur et coordinateur de Mon Afrique à la Naudière. Mon Afrique à la Naudière a pour mission de promouvoir la diversité culturelle à travers la culture africaine dans la Naudière et plus précisément dans le Grand Joliette. Donc, on permet aux aînés, aux personnes isolées de vivre d'autres expériences culturelles. Parce que ce sont souvent des personnes qui sont fermées, qui n'ont plus peut-être la mobilité de se déplacer pour aller suivre des spectacles interculturels ou pour aller vivre d'autres expériences culturelles. Donc le but, c'est d'organiser, par exemple, des ateliers de djembé, c'est d'organiser peut-être des activités pour découvrir les animaux de la savane africaine, c'est aussi d'organiser des ateliers de danse. Et depuis que nous avons lancé le projet, ça fait 3 ans, ça marche très, très bien dans la Naudière. Et lors de la semaine d'action bénévole, nous avons eu le prix de meilleur organisme communautaire au niveau de notre ville à Saint-Charles-Borromée dans la MRC de Joliette. Donc, je suis fier de pouvoir échanger avec vous cet avant-midi. Merci beaucoup, Mahmoud. Toi, vous aussi, j'ai regardé un peu sur Internet, puis ça a l'air très dynamique. Très intéressant et j'ai envie aussi de participer à vos activités. Ça m'avait frappée parce qu'on voyait tout le monde, vraiment une vraie diversité et tout le monde sont reliés autour de quelque chose, donc de l'activité que vous proposez. Merci beaucoup. Puis j'adore votre belle... comment on appelle l'habit? C'est un boubou. Un boubou. Beaucoup? Je n'ai pas dit un bombo, là, c'est pas mon nom. Ah, j'ai dit un non. boubou. Un boubou. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et Madame Froissart, donc Stéphanie, je vous invite la même chose à nous raconter un petit peu c'est quoi, nous parler brièvement de l'organisme et des projets que vous portez. Bonjour, Koué. Donc, je suis directrice générale du centre SCAMA. Le centre SCAMA a été créé, c'est une OBNL qui existe depuis 1980 et on est focusé sur le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Donc ça se concrétise vraiment de multiples façons. On est une popote roulante, on est aussi un centre de jour, donc où on accueille du lundi au jeudi des personnes âgées pour faire des activités. On est situé au cœur de Chaumédé, donc autant vous dire que le profil de nos personnes âgées, c'est beaucoup des personnes issues des communautés ethnoculturelles. On offre aussi du répit, donc c'est pour les proches aidants, mais c'est en accueillant les aidés, donc des aidés aînés, qu'on accueille aussi dans notre centre de jour. Ça, c'est pour la surface. Maintenant, en trame de fond, on est impliqué aussi, donc évidemment, sur des tables de concertation. On travaille beaucoup en sécurité alimentaire. On offre aussi des paniers de dépannage alimentaire pour des familles plus défavorisées du quartier Chaumédé. On travaille dans la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le racisme. On a gagné au début du mois, et je souligne parce que Claudia est là. Claudia fait partie de l'équipe du projet d'ici Intergénération. Donc c'est de ce projet-là que je vais parler plus ici, puisque c'est une de nos activités qui mêle l'interculturel à l'intergénérationnel. Mais on a gagné le prix de lutte contre le racisme. Donc c'était le prix pour un Québec sans racisme qui a été décerné par le ministre de l'Économie, qui est le responsable de la lutte contre le racisme. Bravo. Au Québec. Ouais. Merci. Wow. Ouais.
Donc voilà, sécurité alimentaire, lutte contre la pauvreté, lutte contre le racisme, maltraitance des aînés. Donc on a beaucoup de choses, beaucoup de projets, des activités en lien aussi donc avec le ministère de la Santé et avec le ministère de l'Immigration. On travaille notamment sur un gros projet intergénérationnel qui s'appelle Ampérage, pour lequel on a été projet pilote à Laval, mais le projet fait des réseaute et fait des petits tranquillement. Et il y a notamment Yasmine là-bas qui représente la Maison internationale de la Rive-Sud et qui applique aussi le projet Ampérage, qui n'est plus un projet maintenant parce que c'est une activité et c'est mettre en relation par des appels d'amitié ou des visites d'amitié des bénévoles et des personnes âgées issues de l'immigration, donc pour briser l'isolement social. Donc voilà. Wow! C'est vraiment impressionnant. Et on aimerait voir encore d'autres petits qui pousseraient un peu partout. Merci beaucoup, Stéphanie. Pour ma deuxième question, c'est, je sais que vous avez vraiment à cœur de combiner les deux approches, donc l'interculturel et l'intergénérationnel. Est-ce que vous rencontrez des défis à justement rencontrer ces diversités-là? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place pour relever les défis? Donc, je reviens à Coucoum Lise. Je vais prendre mes notes. Ah oui, il n'y a pas de problème. On est en famille ici. Je suis désolée. Hein. C'est comme je vous ai dit, je suis très, très nouvelle. C'est ma deuxième semaine au centre Kinawat. En fait, la deuxième semaine en tant qu'employé, mais vous êtes à l'organisme comme bénévole depuis... Depuis plus que 10 ans. Voilà. Oui. Je participe. Oui. Je participe dans le programme pour la transmission culturelle et générationnelle au centre Kinawat. J'ai travaillé à Manoan aussi comme intervenante et puis j'ai souvent organisé des groupes pour des ressourcements de 4 jours au centre Kinawat. Et puis c'est Dominique qui est un aîné de Pikougan, un Anishinaabe, qui donne les enseignements avec sa conjointe Marie-Josée. Et puis, on nous enseigne la roue de médecine. Je ne sais pas si vous connaissez la roue de médecine. C'est celle où il y a 4 couleurs, le jaune, le rouge, le noir et le blanc. Et moi, je dis tout le temps que toutes les races sont là. Parce que chaque couleur représente une race, une des 4 races de la planète, de l'humanité. Alors, on est tous là-dedans, on est tous concernés. Et puis, c'est ça, comme on disait tantôt, on nomme les mouchoums, les coucoums. Il n'y a pas beaucoup de défis quand on organise des activités intergénérationnelles, parce que c'est comme naturel dans les communautés d'être accompagné des aînés. Toutes les activités, on a, chez les Atikamekw, il y a 6 saisons, et puis dans chaque saison, il y a une trentaine d'activités culturelles qui sont reliées. Alors, on le vit presque au quotidien en suivant les saisons. Mais quand vous faites les activités dans la communauté, c'est naturel, l'intergénérationnel est là. Mais quand vous proposez les activités à l'extérieur, est-ce que vous avez de la difficulté à aller chercher les jeunes, par exemple, et leur proposer une activité avec les aînés? Est-ce que ça peut être difficile des fois? Dans l'interculturel? Pour mélanger l'interculturel et l'intergénérationnel, mais quand vous proposez les activités pour les gens qui ne font pas partie de la communauté. Non, pas vraiment. Ici, on m'a envoyé un texte à dire.
parce que une des employées de Kinawat, Jocelyne, qui était supposée d'être ici, hein, c'était elle qui était supposée d'être ici. Et puis, elle disait qu'ils ont eu un projet de rencontre et de partage entre aînés de la FADOC et les élèves de secondaire option d'Amérique de la polyvalente des monts de Saint-Agathe-des-Monts. Puis les partages se faisaient autour de conférences avec un aîné algonquin ainsi que d'ateliers de fabrication de bâtons, faits dans la tradition autochtone, toujours. Ce projet était une journée dans la forêt au centre Kinawat et elle fut très riche en échanges entre aînés et les jeunes, ainsi que la rencontre interculturelle avec l'aîné et les animatrices de l'atelier, qui sont toujours les plus curieuses que les Oui, jeunes. donc à travers la fabrication, à travers les activités, naturellement, les jeunes des secondaires sont intéressés parce que c'est des activités intéressantes pour eux, c'est ça? Donc, Oui, oui. OK. Je dirais que les jeunes, c'est eux qui vont réunir Demander. les cultures. C'est eux qui... On l'espère. Oui, j'ai mon voisin ici à Montréal, il me disait justement, que son enfant, il connaissait plus la culture autochtone que lui, parce que lui, il n'a pas reçu d'informations sur les cultures autochtones du Québec. Ça, c'est extraordinaire. On le souhaite. On souhaite que les prochaines générations s'intéressent encore et encore, mais grâce à des activités comme ce que vous offrez aux organismes, je pense que ça va bien aller. Oui, c'est le but. Merci beaucoup, Kokoumlise. Mahmoud, raconte-nous un petit peu, est-ce que vous rencontrez des défis quand vous essayez de combiner les approches? Et est-ce que vous rencontrez des défis justement à réunir l'intergénérationnel et l'interculturel? Ben, ce qui est sûr, il y a toujours un défi parce que déjà les aînés, ce sont des personnes que par le temps n'ont pas voyagé beaucoup. Hein. Donc, si je prends par exemple les aînés qui vivent dans les CHSLD, ce sont des personnes qui atteignent déjà un certain âge, au-delà de 60 ans, qui n'ont pas beaucoup voyagé. Ce n'est pas souvent facile d'arriver en disant, écoutez, je viens jouer du tam-tam, je viens vous parler de la savane africaine. Ce n'est pas souvent très facile. Donc, du coup, quand on arrive, c'est ça le gros défi, c'est qui, lui, c'est quoi? C'est pour ça que nous avons porté le projet en baptisant le projet Une journée en Afrique. Donc, rien que le nom du projet attirait déjà une certaine curiosité des aînés. Et du coup, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a cette chance également d'organiser des activités dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Ça faisait à ce qu'en prenant des jeunes pour nous accompagner dans les CHSLD ou dans les RPA, ça nous a facilité quand même une tâche. Donc, c'était ça le seul défi. Mais dès lors que ces personnes âgées ont compris le bruit du tambour, le visuel, ils en demandent chaque jour. Donc, pour le moment, ça se passe bien. C'est n'importe où, même que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans le milieu communautaire, que ce soit dans les organismes à but non lucratif. Même quand vous proposez une activité interculturelle, il y a toujours des interrogations qui se posent. C'est quoi vous êtes né quand? Vous avez été créé quand? C'est qui les membres? C'est qui les bénévoles? Donc, je pense, dans tout, même si vous arrivez dans un nouveau pays, il y a toujours ces problèmes-là. C'est qui, lui, vous venez d'où, c'est quoi vos origines, c'est quoi vos parents. Donc, je pense que c'était ça le défi. On a quand même réussi à surpasser ces défis-là. Ce que vous nous dites, c'est que quand on ne connaît pas, on est un petit peu sur nos gardes. Oui, on a la peur de l'autre. On veut voir des preuves, ce que vous êtes capable. Oui, faire les preuves. Oui. Donc, quand ça passe pour peut-être un CHSLD, un autre CHSLD va t'appeler, un troisième va t'appeler, le RPPA va t'appeler, est-ce que vous pouvez venir nous proposer les mêmes activités que vous avez fait à Saint-Lin, à Saint-Émilie de l'Énergie, à Saint-Jacques? Et c'est comme ça que... Wow. On a pu... C'est le premier pas qui est le plus difficile, oui, mais c'est ça, une le fois que les gens se sont rencontrés, mais ils en veulent encore. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Bravo, merci beaucoup. Et Stéphanie? Alors, des défis, oui, on en a évidemment. Alors,
quand on a passé le défi de répéter aux adolescents de ne pas être timide et de parler fort pour les ateliers d'interaction avec les personnes âgées, on fait face surtout à je dirais, des défis structurels. C'est-à-dire que l'équipe du projet d'ici Intergénération travaille avec les maisons des jeunes, avec les écoles secondaires pour aller proposer justement des ateliers interculturels, intergénérationnels. Et bien souvent, on était très étonnés de se faire dire, ben non, on a déjà un comité antiraciste dans le collège, dans l'école, donc pas besoin. On insiste en disant, ben, on pourrait animer un atelier. Ah mais non, on se rend compte que le comité est plus ou moins en dormance ou n'est pas très actif. Donc il faut vraiment, c'est pas que les gens veulent pas participer, c'est plutôt la structure des fois qui est un petit peu réticente et qui a peur de ce que ça va faire émerger. Et on s'est rendu compte aussi que quand on arrive dans des écoles secondaires pour faire l'animation de ces ateliers, donc nos personnes âgées, nous, il faut savoir qu'on arrive avec les transports adaptés, les autobus, on débarque, nos personnes âgées sont toujours très fières de présenter leur culture, donc bien souvent ils vont venir aussi parés de leur costume traditionnel. Donc c'est un petit peu surprenant hein, dans une école secondaire ou un cégep d'arriver comme ça. Et on se rend compte là que donc, on met en place des activités, nous on anime, on arrive vraiment avec des jeux, mais on se rend compte que ce sont les intervenants peut-être de l'école qui vont être très maladroits, alors que ils ont des profils des fois de TES, donc techniciens en éducation spécialisée, ils sont formés. Puis on va faire jaillir par une activité, des fois des commentaires un peu maladroits qui peuvent avoir lieu dans la cour d'école ou entre les élèves. Et puis les adultes vont dire « Toi, comment tu te sens si on te dit ça ?» Et ils mettent on the spot les adolescents qui détestent ça, évidemment. Donc on se rend compte qu'il y a des maladresses, mais généralement, les activités sont très bien perçues. Moi, j'aime à penser que quand on fait de l'interculturel et de l'intergénérationnel en même temps, c'est un petit peu quand on a un massage à quatre mains. On n'a pas le choix par rapport à tous ces stimuli de décrocher. Le cerveau décroche et on est dans le moment présent. Et c'est exactement ce qu'on vit avec ces jeunes et ces moins jeunes. Moi, j'aime mieux les appeler ces jeunes depuis plus longtemps. On se rend compte. C'est bon, ça, je vais le retenir. Ils sont capables de se rejoindre vraiment dans le moment. Et on a plein de beaux exemples d'activités qui ont fait qu'ils se sont dit hey, on est pareil finalement. Même s'ils venaient pas de la même origine, même s'ils n'ont pas le même âge. Oh, ben, des exemples, par exemple, on fait une activité où les jeunes et les jeunes depuis longtemps, doivent se lancer une pelote de laine en se présentant et en disant je m'appelle Stéphanie, je viens de France, j'ai tel âge, hop, et j'aime lire. Je vais lancer la pelote à quelqu'un d'autre qui va répéter tu es Stéphanie, tu viens de France, tu as tel âge, et moi je suis un tel, et j'aime lire, mais j'aime aussi aller au cinéma. Oh, moi j'aime aller au cinéma aussi. Donc on se lance la pelote et on voit qu'en fait on tisse une vraie toile d'araignée. On a des photos d'ailleurs, je ne sais pas si on peut les montrer, mais où on voit que les gens se rendent compte qu'en fait ils ont plein de points en commun. Et ils ont vraiment beaucoup de choses. Et alors qu'au début, ils voient ces personnes âgées arriver et en se disant, en plus avec leur costume, c'est un petit peu, les jeunes rigolent, mais finalement, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup à partager. Et absolument, parce que l'interculturel, c'est ça, on parle beaucoup de la différence, des différences, mais on a beaucoup plus de ressemblances que de différences au fond. Il faut juste prendre le temps de se parler, de se découvrir justement. Et c'est vraiment merveilleux. Par rapport aux défis, donc vous, c'est vraiment la structure plutôt que les personnes âgées puis les jeunes. La rencontre est spontanée. Et toujours positive. Et toujours positive. Par contre, il y a la structure qui peut être difficile. Alors, à la première approche, mais après, les gens, puis quand des fois on va aller voir les intervenants, puis on va dire, ne mets pas le jeune on the spot ou laisse-le s'exprimer à sa convenance, et puis ils se rendent compte que il faut laisser les jeunes, mais ça se passe toujours très bien. On a des beaux exemples de relations, de mise en relation. On a, si je peux me permettre, une autre anecdote. Lors d'une activité, on a demandé aux personnes autour, donc c'est par petits groupes, en petite table, on leur a demandé de verbaliser leurs rêves. Et donc les jeunes, c'était
aller magasiner au Carrefour Laval. C'était s'acheter la nouvelle paire de chaussures de sport, c'était s'acheter une voiture. Et quand les aînés se sont prononcés, ils ont parlé plutôt, eux, de revoir leurs enfants, qu'ils n'avaient pas vus depuis plusieurs décennies. Ils ont parlé d'avoir accès à une maison adaptée par rapport à leurs limitations de déplacement, de mobilité. Et à la suite de cet échange, les jeunes qui avaient parlé en premier se sont excusés et ont dit « Ah ben non, finalement, je veux revenir, c'est pas ça mon rêve ». Ils se sont sentis gênés, donc il y a eu vraiment une prise de conscience de se dire ben, « Finalement, je suis vraiment dans le superficiel ». Et c'est vrai que quand on parle de rêve, c'est pas une paire de chaussures, c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus grand et plus transcendant. Et donc, il y a eu une prise de conscience, et c'est pas nous qui avons dit bah, t'excuser, t'as pas honte de ce que t'as dit. Ça a été complètement spontané. Ouais. Donc ça, c'est des belles expériences qui se passent. Effectivement, mais c'est ça la relation, l'interrelation aussi. Ça nous aide justement à avoir des perspectives différentes parce que on est en contact avec d'autres réalités, alors que la segmentation nous fait voir juste une réalité. Et c'est ça qui est intéressant, justement. On aimerait ça mélanger ces réalités. J'ai eu l'impression, Mahmoud, que tu voulais, quand Stéphanie parlait de structure, j'ai eu comme l'impression que tu avais envie de dire quelque chose. Non, j'étais juste d'accord avec Stéphanie parce que, dans le fond, je le dis souvent, si peut-être dans une structure, que ce soit le service des loisirs, que le service des loisirs soit apte à accepter une activité interculturelle, ça passe facilement. Ce qui arrive, que ce soit peut-être dans les d'autres centres bénévoles ou, je ne sais pas, dans les maisons de jeunes, dans les maisons de familles, quand vous arrivez, là, ils vont vous sortir un calendrier qu'ils ont déjà leurs activités. Mais si vous voyez la liste des activités de 6 mois, il n'y a rien qui parle d'interculturel dedans. Donc, il faut que ça commence par là. Ça va ouvrir les portes. Et si ça ouvre les portes, les qui vont en bénéficier. Je pense que ça va être, que ce soit l'intergénérationnel, que ce soit les jeunes qui font partie de la relève. Parce qu'aujourd'hui, oui, peut-être nous prenons conscience parce que nous sommes grands, nous sommes âgés aujourd'hui. Est-ce que nos jeunes, est-ce que nos enfants, ou en combien, c'est quoi le pourcentage? Est-ce qu'ils sont conscients en disant que, écoute, voilà ce que je peux apporter? Mais je pense quand même que non. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on est rendu à la dernière et non la moindre question. Là, je vais vous amener un petit peu dans l'émotion, comme disait mon professeur Michel Vaz-Laroussi. Racontez-nous des paroles, une situation, des choses qui vous ont marqué pendant les activités ou qu'importe dans la relation avec les personnes et qui vous donnent envie de continuer à vous impliquer, à dire après 10 ans de bénévolat, je rentre et je travaille, donc qui vous donne le goût encore d'être créatif et de proposer des activités. Alors, je vais commencer avec vous, Coucou Lise. Moi, c'est vraiment l'importance de la reconnexion culturelle chez nos jeunes, parce qu'ils sont perdus. Et puis, l'année dernière, quand j'ai organisé un stage de 4 jours chez Dominique, j'essaie de recruter des jeunes dans ma communauté. Et puis, il y en a un que je suis allée voir parce que je savais qu'il était très, très mal. Et puis, il a accepté. Il m'a dit, c'est mon dernier recours. Si ça ne marche pas, c'est fini pour moi. Il était vraiment découragé. Il avait des idéations suicidaires. Et
le seul conseil que je lui ai donné quand on est parti là-bas, j'ai dit « Ouvre ton cœur et ouvre ton esprit. Ce ne sera pas instantané. » Je dis « Mais essaie d'être là. Juste être là avec ton cœur. » Et la première journée avec Dominique, lui, il l'a pris tout de suite en charge. Il lui a dit, toi, tu viens t'asseoir ici à côté. Il a dit, c'est toi qui vas m'aider pendant les 4 jours. Tu vas être mon... C'est toi qui vas... Oui, mon bras droit. Ma canne. Les aînés disent ça des fois, c'est ma canne quand ils parlent de leurs petits-enfants, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur lui. Et puis il était fier de ça, il était content parce que ça le valorisait. Et puis, Dominique lui parlait entre autochtones. Il disait, tu es autochtone, n'oublie pas d'où tu viens. Et lui, il était très surpris de ça. Il disait qu'il n'avait jamais pensé à ça, qu'il n'avait jamais regardé ça comme ça. Et puis, on a fait la deuxième journée, il a commencé à parler, est-ce qu'on va revenir ici? Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Oui, il disait, je veux revenir. J'ai dit, ben oui, parce que maintenant, tu embarques dans un programme de 2 ans. On a 4 stages de ressourcement pour toi. Je dis, à chaque stage, tu apprends un enseignement, une autre étape. On va passer à une autre étape. Là, il est rendu à la 2e étape. On va faire le 3e cet hiver. Et puis, aujourd'hui, il a repris sa vie en main. Sa famille était toute éclatée. Il avait perdu sa mère. Sa mère a décédé jeune à la suite d'un long cancer, un cancer du sein. Puis ça l'a pris. Lui, ça l'a bouleversé. Ça l'a mis à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Mais ça l'a amené loin quand même. Puis il avait sa famille, 2 enfants, puis il a tout laissé sa blonde, ses enfants, puis il était vraiment, vraiment perdu. Quand il est revenu de la première fois chez Dominique, bien sûr, ce n'était pas instantané, comme j'y avais dit. Ça a pris du cheminement pour lui. Puis c'est seulement au 2e stage, quand il est allé retrouver sa femme. Puis il était content. Il disait, je vais reprendre le chalet familial puis aller faire des activités traditionnelles et montrer ça à mes enfants. Puis il était vraiment fier. Puis c'est des victoires, c'est des petites victoires comme ça qui me donnent envie de continuer d'être là. Ouais. Merci beaucoup, c'est très touchant et j'ai l'impression qu'il a retrouvé un sens, j'ai l'impression, à sa vie, à la vie, à tout ça. Donc, ça lui a donné le goût de continuer. Oui, c'était vraiment ça. Je crois c'était de retrouver le sens à sa vie et aussi à son identité. Oui. On lui a comme redonné le pouvoir de retrouver son identité culturelle, une identité qu'on a vraiment tuée en nous. Alors, les jeunes aujourd'hui, les autres, ils n'ont pas vécu le pensionnat. Ce sont des jeunes qui ont grandi dans la communauté. Mais il y a le syndrome du pensionnat qui subsiste encore. Et puis, c'est à partir de là que les jeunes ne s'identifient pas vraiment. Et ça prend des aînés comme Dominique pour vraiment aller les chercher. Des aînés comme vous aussi, parce que vous étiez à l'origine de justement cette mobilisation, cette décision d'aller là.
Oui. Donc, Mais moi, je ne suis pas aînée encore. J'ai 20 ans. J'ai bravo. toujours 20 ans. D'accord. Alors, je cherche mon mot miguek. Miguek. Merci pour ce partage. Et je vais inviter Mahmoud à nous partager quelque chose qui l'a marqué. Peut-être je vais plus partager de ma motivation qui me pousse à aller en avant. Et avant de partager cette motivation, il faut que j'essaye de partager une information avec nos participants. Oui. Si on parle de l'interculturalité, il faut qu'on essaye de voir de deux bords. Exemple, nous sommes au Québec depuis peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on a généralement l'habitude de dire notre terre d'accueil, notre pays d'accueil, notre province d'accueil qui est le Québec, qu'on aime tant. Ben, je ne veux pas faire la publicité. On peut se poser la question des personnes qui ne font pas partie de l'immigration, qui font l'épicerie chez Maxi, chez IGA, chez Super C, chez Métro. Combien de fois vous êtes allé avec les enfants peut-être dans une épicerie multiculturelle? Combien de fois? Il faut que ça commence par là. Si vous amenez votre enfant à l'épicerie, peut-être de l'Asie, l'épicerie africaine, l'enfant va découvrir d'autres couleurs qui ne sont pas automatiquement de couleurs de Maxi ou IGA. Ça commence par là, l'ouverture à une autre culture. La même façon que la famille immigrante, que vous venez de quel coin du monde et que vous vous installez au Québec, est-ce que vous pouvez prendre votre grand-maman, peut-être vous connaissez déjà l'épicerie africaine de la région, n'amenez pas votre mère à l'épicerie africaine, vous l'amenez chez IGA. Là, la maman, dès qu'elle arrive, va oublier ce qu'on appelle la tchéké, va parler quand même des pêtes de sœurs, exemple, ou peut-être la soupe au poivre. Donc, c'est ça notre motivation, vouloir faire quelque chose pour sensibiliser les générations futures. Parce que comme je disais tantôt, le plus important, c'est de s'occuper des aînés, mais entre-temps en assurant la relève. C'est quoi la relève? Et pour assurer la relève, pour combiner les deux, il faut que les deux communautés, que ce soit la communauté d'accueil, que ce soit la communauté immigrante, puissent s'asseoir ensemble, essayer de faire des activités ensemble, de sensibilisation, d'écoute, d'éducation pour un Québec plus fort, plus diversifié et plus meilleur. C'est ça notre motivation, c'est ça ma motivation qui me pousse à ne pas lâcher. C'est sûr qu'il y aura des moments où il y a des personnes qui vont comprendre moins. C'est la réalité de notre société. Les sains ne sont pas les mêmes, hein. Donc les gens ne peuvent pas comprendre de la même façon, mais il faut qu'on continue à travailler en sensibilisant les autres, en amenant les autres, en disant que c'est très, très important de vivre entre les aînés et les jeunes pour que les jeunes puissent aussi hériter de certaines valeurs qu'aujourd'hui qui minent parfois notre société de façon négative. Donc c'est ça vraiment ma motivation et je ne vais pas arrêter demain, peut-être je vais arrêter après ma mort. Hier, oui. Merci. Hier, parce qu'on a eu l'occasion de souper ensemble, en groupe, vous m'aviez raconté que, par exemple, quand vous faites des activités pour les personnes aînées, après ça, quand elles rencontrent leur famille, elles vont leur raconter qu'est-ce qu'elles ont fait. Oh, on a vu, par exemple, ça, on a appris ça. Et là, les autres sont intéressés. Et là, ça... Oui. Oui, ça, c'est une très bonne, c'est une belle réussite aussi. Ouais. De... Parce que dans le fond, c'était un commentaire que je faisais. Moi, je travaille dans un CHSCD, par exemple. Je connais des aînés qui sont là, ça fait 1 an, 2 ans, ils n'ont pas eu de visite. Et quand nous organisons une activité et qu'au hasard, peut-être, il y a un neveu ou une nièce qui arrive pour leur rendre visite, on va dire, hey, aujourd'hui, là, j'ai visité la savane africaine. Mais la savane africaine, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, ben, c'est mon Afrique alanodienne. Ça pousse les membres de la famille de se renseigner, c'est quoi mon Afrique alanodienne?
c'est qui mon Afrique à la Naudière? Et des fois, on reçoit les appels, ah, ma maman m'a fait comprendre qu'elle a voyagé en Afrique, parce que le thème, c'est quoi? On donne l'occasion aux aînés, aux personnes de toutes les âges, aux personnes isolées, de visiter l'Afrique sans prendre l'avion, sans visa, sans passeport et sans dépenser un seul centime, juste assis dans un salon dans la Naudière. Donc c'est ça notre vision. Et je pense aujourd'hui, je vous partage la même chose. Je vous permets de parler de quelque chose que ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que je tiens à dire merci à Madame la directrice pour l'invitation, à Vincent aussi, à toute l'équipe. Je suis content de partager mon expérience avec vous. Et peut-être vous êtes à Montréal. Dans les régions, c'est un très grand défi par contre. Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis là. Je suis allé au Saguenay, après je suis allé en Gaspésie. Là, maintenant, je suis à Joliette. Donc, je suis un habitué de Joliette et le défi est différent de l'île de Montréal. Et il faudrait te réinviter pour raconter, puisque ça a l'air tellement incroyable. En plus, vous avez passé par les régions et c'est vraiment des expériences très intéressantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Stéphanie, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a touché, que vous voulez partager avec le public? Tout à fait. Donc, moi, j'aimerais parler et vous inviter à aller consulter l'expo photo qu'on a sur la droite en sortant de la salle ici. Donc, c'est une expo photo qui s'appelle « Ouvrir les yeux sur le racisme » et vous chercherez Madame Olga parmi les personnes, les portraits photographiés. Olga, c'est une personne que j'ai rencontrée une semaine avant de prendre mes fonctions chez Scama. Ça fait uniquement 6 mois que je suis chez Scama. Et quand je l'ai rencontrée, il y avait l'expo photo à Laval. Et donc, elle a vu que je lisais son témoignage et elle m'a raconté. Je voulais vous le raconter parce qu'il y a une dimension qui n'est pas mentionnée dans la petite carte. Olga, elle a 87 ans aujourd'hui. Elle arrive du Pérou. Et elle est arrivée dans les années 80 à 50 ans avec 3 filles. Son mari s'était fait tuer au Pérou. Il faisait partie d'une famille d'intellectuels. Donc, par rapport à la situation politique, c'était un contexte difficile. Donc, elle émigre au Canada. Elle arrive, le douanier tamponne ses documents et lui rajoute un formulaire en disant « C'est le formulaire de BS. BS, ici, ça veut dire bien-être social. Vous y avez droit, donc remplissez ça. » Puis elle a dit offusquée « Mais non, moi, je suis ici pour travailler. J'ai 3 filles à élever. Je veux travailler. » Puis elle a dit « Ne vous fatiguez pas, remplissez le formulaire. » Évidemment, hors de question pour elle. Donc, dès qu'elle est installée, elle décide d'aller chercher du travail dans les pharmacies à Montréal. Elle se fait refuser partout jusqu'à arriver donc, à l'hôpital Royal Victoria, au département de pharmacie. Elle va en personne présenter son CV et se présenter. Et là, le gars lui dit « Écoutez, je suis débordée, là, je ne peux vraiment pas vous rencontrer, je ne recrute pas, là, j'ai une grosse crise à gérer. » On était au milieu des années 80 et il y avait un arrêt d'approvisionnement des médicaments pour le sida. Et donc, il lui fait part de ça et elle lui dit « Mais quel médicament il vous manque ?» Il lui nomme un médicament et elle lui dit « Mais je connais la formule, je suis professeur de chimie à l'université, j'étais professeur de chimie à l'université, je peux vous le fabriquer tout de suite. » Et puis il a dit « Comment ça? C'est vrai, ok, vous rentrez. » Et elle a commencé dès le lendemain à travailler à l'hôpital Royal Victoria. Grâce à elle, des milliers de malades du sida ont été soignés, ont vu leur qualité de vie améliorée. Donc, et c'est quelqu'un qu'on envoyait profiter du BS. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans notre centre communautaire. Elle est là tous les jours. Elle a 87 ans, je le répète. Elle est en pleine forme. Et moi, je me dis, waouh, je gère un organisme qui accueille des super-héros. Donc, c'est ça ma motivation. Ils ont tous un vécu fantastique. Donc, c'est très bien. Bravo, bravo. C'est vraiment des histoires très inspirantes, tout ce que vous avez raconté. Ça donne un sens à ce que vous faites, ça donne un sens à notre rencontre aussi aujourd'hui. Pourquoi ces activités sont importantes, pourquoi l'intergénérationnel et l'interculturel devraient être ensemble. Donc, un grand merci. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. J'espère que ça a été le cas pour vous. Merci à vous aussi et au plaisir. Merci. Merci.
Est-ce que vous pouvez partager celui-là pour la période de questions? Ben oui, ça serait étrange de juste le mettre. Il n'y a pas de questions. Non? Est-ce qu'on peut Oui. des questions? Oui, il y a des questions. Il y aura C'est des ça. questions, heureusement. Oh. C'est tellement intéressant. Donc, on va vous donner une dizaine de minutes, 10-12 minutes pour pouvoir poursuivre et entendre nos généreux panélistes, pouvoir poursuivre un peu. Donc, en levant la main, moi, je vais me promener, je vais vous remettre le micro. On a une première ici. Oui, merci, c'était fantastique. Une question pour Coucoume Lise. Est-ce que vous avez mentionné que ça se passe, que votre travail se fait à Mont-Tremblant? Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que vous avez mentionné que... non, hein? Non. Parlez-nous de l'endroit où vous travaillez, la ville ou le village où vous travaillez, parce que pendant que vous parliez, je suis allée voir sur Internet, moi j'ai vu que c'est à Mont-Tremblant que ça se passe, et moi aussi je me suis inscrite. Ah oui, hein? C'est bon. Le centre Kinawat est situé à la Conception, dans les montagnes. Et puis, c'est un très bel endroit. On a 5 caritantes sur le site. Et puis, on a deux grands dortoirs où chaque caritante peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Et puis, on a aussi un grand caritante pour les enseignements. Et puis, l'autre, c'est pour la cuisine, les repas. Et puis, on a le 5e, c'est une petite caritante pour les intervenants. Et puis, mais le centre va construire un bâtiment, un centre culturel. Ça va être aussi un genre de musée, puis il va y avoir des formations, des activités culturelles. Merci. Est-ce qu'il y a autre question? Je ne sais pas, je voulais juste ajouter quelque chose. Je pense qu'on n'a pas dit aussi, ça veut dire quoi le nom de l'organisme, c'est important aussi. Kinawat, ça veut dire ensemble en Anishinaabe. C'est comme ça, le centre Kinawat ensemble. Merci. En Atikamek, on Est-ce dit qu'il y a une main? Kiranu. Oui, c'est moi, je voyais. Je vais vous voir comme ça. Merci beaucoup à tous les trois. C'est vraiment très inspirant, tous ces projets. Je voulais savoir si, pour les uns et les autres, la question de la langue peut représenter un défi dans ces différents projets ou activités. Les langues des Premières Nations, dans votre cas, la langue des populations africaines, je ne sais pas si ça peut être un défi ou pas. Et puis aussi de votre côté, puis comment vous surmontez ça? Ça peut être une richesse aussi, j'en suis sûre, donc merci. Je commence? OK. Donc oui, au cœur de Chaumédé, qui est le quartier le plus multiculturel de Laval, on a un gros défi de langue. Je ne vous cacherai pas qu'il y a peut-être 6-7 ans, notre centre de jour, donc chez Scama, accueillait une vingtaine de personnes âgées, québécoises. Et malgré que la lutte contre le racisme, l'intégration des nouveaux arrivants faisait déjà partie de notre mission, ces gens-là ne venaient pas. Donc, ce qui a été fait par mes prédécesseurs, ça a été de changer le profil des employés. Donc, en recrutant les employés pour qu'ils montrent la couleur du quartier, ça a tout de suite eu un impact et ça a attiré beaucoup plus. Aujourd'hui, nos langues de travail sont le français, l'anglais et l'arabe. Et je dirais que l'arabe, c'est la langue principale chez Scama. Et donc, c'est parlé par nos employés. C'est parlé aussi par nos bénévoles. Nos bénévoles offrent nos services en 9 langues. Donc, quand je parlais tout à l'heure des appels d'amitié, des visites d'amitié, c'est important et c'est au choix de la personne âgée de savoir dans quelle langue elle veut être reçue, accompagnée. Et donc, c'est vraiment nous, en changeant le profil de l'équipe de Scama, qu'on a réussi à attirer et à offrir les services, évidemment, dans la langue qui leur convient. On a encore un peu le temps pour une ou deux questions. Et vous les répondre. Oh, excusez-moi. Je vois mal d'ici.
quand on va chez Dominique, lui, il est Anishinaabe et nous, on est des Atikamekw. Mais quand il s'exprime, c'est drôle, des fois, chez les aînés, dans les autres nations, on arrive à se comprendre. Quand on se parle les jeunes, je ne les comprends pas quand ils parlent en Innu ou en Anishinaabe, ils parlent trop vite. Mais si je parle avec un aîné, j'arrive à communiquer avec parce qu'il y a beaucoup de ressemblances dans les mots. Et puis, les jeunes, à Manoan, c'est 90% de la population qui parle la langue maternelle, l'Atikamekw. Je ne dirais pas qu'on parle africain, parce que si on parle du continent africain, c'est plus de 2000 langues. Oui, c'est ça. Mais nous, on n'a pas trop de problèmes parce qu'il y a des organismes d'accueil et d'intégration qui s'occupent de la francisation. Donc, en région, c'est plus facile de parler le français ou l'anglais. Et au sein de Mon Afrique à la Naudière, il y a des bénévoles qui s'expriment dans les deux langues. Donc, à ce niveau, nous n'avons pas de problème. C'est vrai que chez les Autochtones aussi, c'est la même chose. Il y a des nations qui ont été à l'école francophone, puis d'autres qui sont allés chez les anglophones. Merci. Question. Donc, ce sera notre dernière question avant la période du dîner. Bonjour, merci. Premièrement, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. J'ai été vraiment touché par le témoignage de Mme Stéphanie par rapport à Olga. Puis effectivement, ce que je déplore au Québec, je vais vous conter l'anecdote. C'est parce que moi, j'ai travaillé au Palais de justice pendant 35 ans. Maintenant, je suis à la retraite. Il y a un monsieur qui travaillait avec nous. Il passait la mop, il faisait le ménage, puis c'était un ingénieur électrique. Fait que malheureusement, ce qui est plate au Québec, c'est des fois, on ne reconnaît pas toujours les diplômes qui sont donnés à l'étranger. Merci beaucoup, effectivement. On vous laisse. OK. On va laisser une intervention. Ici, Mahmoud voulait ajouter un petit quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose parce que on a discuté, mais la question est la suivante. C'est quoi l'impact que ça apporte auprès des aînés? Quel impact ça apporte? Les activités interculturelles, intergénérationnelles que nous organisons. Il faut se dire, on constate un changement au niveau de la position sociale, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qui est très important pour que nos aînés retrouvent l'estime en soi et l'espoir de vivre. C'est très, très important parce que on n'organise pas des activités juste pour fêter, là, juste pour prendre plaisir. Le but, c'est quoi? Est-ce qu'au niveau social, ça aide ces personnes? Est-ce qu'au niveau psychologique, ça aide ces personnes? Est-ce que ces personnes-là peuvent se sentir assistées, aimées par d'autres personnes de plusieurs couleurs ou de plusieurs origines? C'est ça très important. Et de notre côté, nous constatons qu'il y a ces changements. Parce que peut-être un aîné que ça fait une semaine n'a pas eu de visite, qu'elle reçoit des jeunes, elle va au moins sourire. Elle va sourire quand même. Même si elle a Alzheimer, elle va quand même sourire. Elle va quand même retrouver quelque chose de bien. Que ce soit auprès des jeunes. Quand nous organisons des activités auprès des gens, on ne sait pas ce qu'ils vivent. On voit des jeunes qui sont en difficulté. C'est très important de leur proposer quelque chose. Oui, on peut aller à la cabane à sucre demain. Mais après-demain, on s'en va dans une activité de danse, je ne sais pas, peut-être jamaïcaine. Ça va lui faire plaisir. Donc, de faire ces changements-là pour que ces personnes-là retrouvent une position sociale cette position sociale va les aider à pouvoir évoluer dans la vie et retrouver leur confiance en soi. C'est juste le commentaire que je voulais apporter. Merci beaucoup, Mahmoud, parce que c'est vrai, on n'a pas parlé des impacts, c'était dans les questions avec les histoires, mais effectivement, les impacts doivent être énormes sur le bien-être, j'imagine l'estime de soi et j'en passe. Donc, toutes les activités doivent avoir un impact majeur sur les personnes. Merci.
Merci d'avoir pensé à le dire. Non, merci pour le commentaire. Puis on va en prendre une autre, on va en prendre une dernière question. Bonjour, c'est beaucoup plus un petit commentaire qu'une question. Alors moi, je travaille dans le domaine interculturel, mais ça m'a donné le goût, ce que je viens d'entendre, de vous partager une expérience que j'ai vécue personnellement. Je n'ai pas atterri dans l'interculturel par hasard, mais parce que je fais partie d'une famille interculturelle à la base. Donc, je suis arrivée au Québec en 2009. Puis moi, dans ma culture arabo-musulmane, je dirais, il est inadmissible de passer devant une personne, surtout une personne d'un certain âge, sans dire bonjour. Alors, j'arrive dans un quartier où c'est un quartier à concentration population italienne, des immigrants d'origine d'Italie. Puis il y avait une dame qui a retenu mon attention. C'est une dame d'un certain âge qui vivait toute seule. Il n'y avait personne qui arrivait chez cette bonne femme. Je suis très observatrice, il n'y avait personne qui venait la voir. Et puis le matin, chaque matin que je passais avec ma petite fille, à l'époque, je lui disais bonjour. La dame ne répondait pas. Des fois, quand elle me voyait sortir de chez moi, elle fermait la porte et elle rentrait. Et moi, avec ma tête de têtue, là, je ne lâchais pas le morceau. C'était pratiquement de l'harcèlement, avec du recul. Et puis arrive la fête de Noël. J'achète un petit cadeau, et puis ma fille, comme on ne connaissait pas le nom, elle l'appelait Madame le Chat, parce qu'elle avait toujours un chat qui traînait. Bonjour Madame le Chat, et Madame le Chat ne répondait jamais. Et on a acheté un petit cadeau, on est parti, on a osé taper à la porte de Madame le Chat pour lui ouvrir son cadeau. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un rejet, ce n'était pas le cas. Elle a pris le cadeau, elle est sortie avec une boîte de chocolat pour ma petite fille. Et 2 jours après, elle arrive avec un grand vélo, tout neuf, de chez Canadian Tire, comme cadeau à ma petite fille. Et depuis, Madame le Chat, c'est devenue Madame Maria, qui faisait pratiquement partie de la famille. Quand elle tombait malade, elle n'appelait pas le 911, c'était mon mari qu'elle appelait. Quand elle voulait faire ses courses, elle n'avait pas payé à quelqu'un pour le faire parce qu'elle n'avait pas les revenus qu'il fallait pour dépenser cet argent. Elle le gardait pour elle et on faisait ses courses gratuitement et généreusement et de très bon cœur. Et ça a duré des années. Donc l'idée est de dire que l'interculturel, l'intergénérationnel, on n'a pas besoin d'avoir de grands espaces, même si dans les grands espaces, il se passe de très bonnes choses, comme ce qu'on vient d'entendre. On peut le commencer à partir de chez soi, de son foyer, de son voisinage, des relations très proches. Il y a un proverbe arabe qui dit « Si chacun va se mettre à balayer devant sa porte, c'est toute la ville qui va être propre. » Est-ce que vous comprenez un petit peu la portée? Donc, si quelqu'un fait un petit quelque chose chez soi, dans son espace privé, les questions de racisme, de diversité, de rejet de diversité, de peur de l'autre n'existeraient plus, tout simplement. Donc, on a d'abord à faire un travail sur nous-mêmes, parce que les apprentissages qu'on transmet à nos enfants, ce sont nos actions. Ils apprennent beaucoup par ce que nous faisons que par ce que nous disons. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous partager avec vous. Et puis, merci. Ouais. Merci. Merci infiniment pour vos questions, vos commentaires. Stéphanie, Mahmoud, Lise, un immense merci. On peut les applaudir chaleureusement pour avoir... Et merci à Salima pour l'animation. Grand merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Beau partage. J'ai été touchée vraiment plusieurs fois. C'est rempli d'espoir tout ce que vous nous avez partagé. Merci beaucoup. Et j'étais ravie d'apprendre que j'étais une jeune avec de l'expérience. Ça, je retiens ça. Oui, jeune depuis longtemps. Oui. Je retiens ça. Je le ramène avec moi ce soir. On va avoir beaucoup d'affaires à jaser ce soir. Alors, c'est maintenant le moment de la pause. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je commence à avoir le ventre vide. Ça tombe bien. Dans le hall juste à côté, il va y avoir un buffet qui est en libre service. N'hésitez pas. Vous avez le choix soit de manger ici, soit de manger de l'autre côté. On vous invite en même temps à en profiter pour aller voir les 2 expositions qui ont été faites par le Centre Scama et par Intergénération Québec. On se retrouve à 13h pour continuer cette journée riche en apprentissage, en émotion, avec un atelier participatif qui va être organisé par le CRIC, qui est donné par Mme Larochelle de Bélier-Balance. Alors, je vous souhaite bon appétit et on se retrouve à 13h.